L'espoir au-delà des crises, solutions ouest-africaines pour des systèmes alimentaires durables. Un podcast du programme de promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, porté par le Comité français pour la solidarité internationale et la Fondation de France. Soutenir le monde paysan, c'est soutenir la paix. C'est sur cette déclaration très forte de Ibrahima Coulibaly, paysan malien et président du ROPA, que s'ouvre la publication L'espoir au-delà des crises du programme PAFAO du CFSI et de la Fondation de France. Cela expose d'emblée l'enjeu très fort qui se cache derrière les politiques agricoles et alimentaires en Afrique de l'Ouest. Je suis Émilie Langlade. Dans ce premier épisode, nous allons demander à nos invités comment soutenir une Afrique nourricière dans un contexte de crise. Pour décrypter la situation, nous accueillons Ibrahima Coulibaly, que je viens de citer. Vous êtes à la tête du réseau des organisations paysannes et des producteurs d'Afrique de l'Ouest. Avec nous également pour cet épisode, l'économiste togolais Kakonou Bokpo, qui est commissaire à l'agriculture de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Kakonou Bokpo, vous aussi, vous intervenez dans la publication du programme PAFAO. Votre dernier livre s'intitule « Une solution pour l'Afrique » et c'est bien sûr autour des problèmes et des solutions que nous allons échanger aujourd'hui. Ibrahima Coulibaly, on va commencer avec votre analyse sur les politiques agricoles menées en Afrique de l'Ouest. Quel est le bilan que vous dressez en ces temps de crise multiples ? Je pense que s'il y a un message pour le monde politique, pour l'année qui vient après toute cette péripétie et crise que nous avons vécue ces dernières années, c'est de dire que l'ère de l'intelligence est arrivée. Ces dernières années, toutes les politiques agricoles, alimentaires qui ont été vendues aux pays pauvres se sont révélées désastreuses, n'ont pas permis d'atteindre la dite sécurité alimentaire et n'ont pas permis d'améliorer la performance des économies et encore se sont révélées destructrices en emploi parce que ça a démotivé les jeunes du secteur agricole. Donc, au résultat des courses, on se trouve avec rien du tout ou plutôt on se retrouve avec une insécurité qui est devenue endémique parce que ces jeunes qui n'ont pas d'avenir dans ce secteur agricole ont trouvé des options. Soit ils vont chercher de l'or qu'ils ne trouvent souvent jamais, soit ils rejoignent des groupes armés qui leur paient des émoluments mensuels. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, je pense que ça ne sert à rien de s'entêter sur ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est l'ère de l'intelligence, si on veut s'en sortir vraiment. Alors vous faites un constat très dur et appelez donc à un changement radical de direction, car les politiques actuelles ne permettent pas d'atteindre la sécurité alimentaire, dites-vous. Comment se mobilise votre organisation, l'Europa, pour inciter les autorités à de nouvelles politiques agricoles ? L'Europa a été construit sur la valeur de nouer un dialogue constructif avec les autorités politiques à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau des pays, au niveau régional, et pour discuter politique publique qui peut sortir la majeure partie de la population. Je dois rappeler que nous sommes entre 65 et 70% de la population quand même en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est le secteur qui concerne la plus grande majorité de la population. Et donc, sortir cette frange, une bonne partie de cette frange de l'extrême vulnérabilité, de l'extrême pauvreté. Donc, c'est ça, l'engagement d'Europa. Et pour cela, ce que nous demandons, c'est des politiques cohérentes. Et vous savez, nous, notre conviction est que une sommation de projets et programmes ne développe pas. Ce qui développe, c'est des visions. Il faut se donner une vision et des objectifs. Et c'est pour cela que l'Europa, à un moment, s'est beaucoup mobilisée auprès des institutions d'intégration régionale qui avaient montré une volonté politique d'élaborer des politiques régionales, c'est-à-dire de donner cette vision. Et je dirais même que ça s'est plutôt bien passé, parce que les politiques agricoles qui ont été élaborées reconnaissent le rôle de l'agriculture familiale, reconnaissent que l'objectif de la région est de réaliser sa souveraineté alimentaire. Donc pour nous, ce sont des avancées. Mais depuis lors, tout cela est resté lettre morte. C'est ça notre frustration extrême aujourd'hui. On se dit, mais la CEDEAO qui a fait tous ces efforts en impliquant fortement les organisations paysannes est devenue une institution qui gère des projets, quelques projets qui n'auront aucun impact
de toute façon, sur l'avenir agricole ou alimentaire de la région. Donc, nous sommes dans cette impasse. Kako Nubukpo, comment sortir de cette impasse dont parle Ibrahima Coulibaly ? Comment s'attaquer à ce problème d'incohérence des politiques agricoles pour assurer aux agriculteurs et à la population un système alimentaire qui fonctionne ? Quelles sont les grandes questions que cela pose ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut stabiliser les prix des produits agricoles ? Est-ce qu'on veut stabiliser les revenus des agriculteurs ? Est-ce qu'on veut faire les deux ? Est-ce qu'on peut protéger les agricultures africaines tout en ouvrant du côté du désarmement tarifaire ? Quel type de politique budgétaire ou monétaire peut être compatible avec ce qu'on veut faire dans les politiques agricoles ? Donc, il me semble qu'il y a 3 blocs de défis qui doivent être relevés si on veut espérer faire de l'agriculture et de l'alimentation un tracteur de la transformation structurelle des économies africaines. Et vous pouvez nous les détailler rapidement, ces défis pour l'agriculture en Afrique de l'Ouest ? Le premier défi qui constitue au fond la question qui intéresse les chercheurs, c'est comment faire pour augmenter les rendements. Le deuxième bloc de défis renvoie à ce qu'on pourrait appeler la promotion de tout ce qui est institution. Et le secteur agricole africain est orphelin. Il n'a pas de crédit, il n'a pas accès au crédit, il n'a pas accès au système d'assurance. La structuration des organisations de producteurs est encore à améliorer. Les systèmes post-récolte en termes de stockage pourraient être également améliorés parce qu'on constate qu'il y a énormément de pertes. Quand on prend un secteur comme la mangue au Mali, c'est un crève-cœur de voir toutes ces mangues qui pourrissent. Il n'y a pas suffisamment de pistes rurales pour passer justement les productions en excédent vers les zones déficitaires et tout ce qui pourrait faire en sorte que les métiers ruraux non agricoles soient valorisés, c'est-à-dire rendre attractif ce secteur rural. Donc les services en termes d'électricité, d'eau potable, les écoles, les loisirs. Donc, tout ce qui pourrait être une vie prospère dans le monde rural, c'est un défi. Et enfin, troisième bloc de défi, les politiques agricoles. Concernant les politiques agricoles, pour vous, Ibrahima Coulibaly, quelle est la priorité au ROPA ? Nous voulons un autre type de dialogue maintenant, qui va se centrer maintenant sur concrètement comment on mobilise les ressources pour faire face aux besoins réels de l'autorité alimentaire de la région. Comment ces ressources vont être gérées de façon inclusive, transparente, pour qu'ils donnent réellement un impact. Donc voilà des questions de fond aujourd'hui. Comment les productions agricoles de la région vont être protégées contre les dérives du marché mondial? Donc si on ne répond pas à ces questions, je pense qu'on fait du folklore, mais on ne fait pas des politiques, encore moins des politiques agricoles ou économiques. Donc, nous allons fortement mettre la pression à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers tout ce qui est à notre disposition, et montrer le déphasage entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se fait dans les ministères. Montrer le déphasage entre ce qui se fait donc, au niveau des pays et ce qui se fait au niveau de la CEDEAO. Montrer l'incohérence totale qui est à la base de notre vulnérabilité et de notre pauvreté, si on peut dire ainsi, parce que en fait, on est pauvre que dans l'esprit de ces fonctionnaires des capitales, mais nous, on ne se sent pas pauvre, parce que nous savons que ce que nous produisons est une richesse extrême. Simplement, c'est le manque de cohérence qui nous fragilise. Alors, vous avez évoqué cette question cruciale, comment se protéger des dérives du marché mondial ? On sait notamment que les importations fragilisent l'équilibre des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, qui font dans certains cas de la concurrence déloyale aux produits locaux. On a l'exemple du riz. Une étude du GRDR souligne le fait qu'au Mali, par exemple, les ménages préfèrent acheter du riz importé au riz local parce qu'il est meilleur marché, ce qui bien sûr est fatal pour les producteurs locaux. Sur ce point-là, Kako Nubukpo, vous avez justement des pistes de solutions à proposer. Je préconise une protection. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui, avec les écarts de productivité qu'on a, espérer vivre dans le même marché.
C'est-à-dire que qu'un producteur de riz de l'Arkansas travaille pendant 1 heure, il produit 400 fois plus qu'un producteur de riz de Casamance au Sénégal. Mais il n'a pas 400 fois plus de prix de production, de coûts de production. Et donc, si vous les mettez sur le même marché, le producteur sénégalais il disparaît. Donc, il faut absolument avoir en tête le fait que, 1, les écarts de productivité sont énormes, et 2, il y a des écarts importants de protection des agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis subventionnent 820 fois plus leurs agriculteurs que la Tanzanie, puisque les États-Unis donnent 37 000 $ par an à chaque actif agricole, alors que la Tanzanie donne 46 $ par an à chaque actif agricole. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas, quand vous couplez ces deux éléments, ne pas justifier la protection. Et c'est d'autant plus important que, comme nous faisons de plus en plus face à l'appétit des pays émergents, si nous ne protégeons pas l'agriculture africaine qui rend d'énormes services écosystémiques à la planète, ce qui va se passer, c'est que nous allons détruire non seulement les forêts africaines, mais en fait toute la planète, puisque les deux poumons de la planète, on en a un en Afrique, qui est le bassin du Congo. Oui. Or, ce qu'on observe aujourd'hui avec les émergents, c'est quand même un système de prédation sans commune mesure dans l'histoire. Du coup, la première solution, c'est ce que moi j'appelle un protectionnisme écologique. Il faut faire en sorte que le consommateur, que ce soit neutre pour lui, de consommer un produit local ou un produit importé. Donc, il faut faire du réarmement tarifaire et s'assurer que le reste du monde joue le jeu. Maintenant, ça ne suffira pas parce qu'il ne faut pas protéger et dormir. Il faut qu'on continue le travail de renforcement de capacité des organisations de producteurs pour qu'elles aient accès à une part équitable de la valeur produite. Et c'est là où on revient à un constat qui est un constat d'évidence, c'est que dans nos pays, le triptyque État, territoire et société, il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. C'est-à-dire que depuis les indépendances, on a fait quand même du biais urbain, c'est-à-dire qu'on a privilégié l'approvisionnement à bas coût des villes et on a abandonné les paysanneries. Okay. Et aujourd'hui, à la faveur des crises sécuritaires et climatiques, on se rend bien compte que ce triptyque État, territoire et société ne fonctionne pas. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si nous aurons les ressources pour gérer ça. Parce qu'autant il est aisé de réformer par temps calme, autant en temps de crise, on a tendance à privilégier les solutions qui, pour le coup, en Afrique, ne peuvent pas être les solutions. Ibrahima Coulibaly, je vais vous demander de réagir d'abord sur les importations, puis sur les visions et solutions à long terme. Très concrètement, est-ce que ce serait possible d'inverser les tendances du marché ? Bon, aujourd'hui, matériellement, est-ce qu'on peut drastiquement réduire les importations alimentaires, puisqu'on a créé la dépendance alimentaire déjà? Si je prends l'exemple de certaines cultures comme le blé, cette dépendance, elle a été créée et elle est là. Dans les villes, aujourd'hui, les gens aiment le pain. Et je pense que ce serait illusoire de croire qu'on peut drastiquement arrêter les importations alimentaires sans créer d'autres types de méthodes. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a la possibilité d'être intelligent par rapport à ça. Et d'abord, je prends l'exemple du blé, encore une fois. Comme ça a été très, très instrumentalisé lors de la guerre en Ukraine, on a dit que c'est l'Afrique qui va mourir de faim parce qu'il n'y aura pas de blé en Afrique. Mais en vérité, le blé, comme je l'ai dit, c'est pour les villes. Ce n'est pas en milieu rural, personne ne mange de blé pratiquement. Le pain n'est pas une denrée de consommation importante dans les villages. Or, c'est les paysans, encore une fois, qui sont majoritaires. Mais chaque pays, je dis chaque pays d'Afrique de l'Ouest, dans la bande sahélo-saharienne, peut produire du blé parce que les conditions le permettent. Ils en font déjà. Le Mali était allé jusqu'à 55 000 tonnes de blé dans certaines années. Qu'est-ce qui a fait que la dynamique a été cassée? Parce que le blé du marché mondial importé, transporté des ports jusqu'à Bamako était moins cher que le blé cultivé dans le nord du Mali à Diré.
C'est pourquoi les paysans se sont découragés. Ils n'arrivaient pas à vendre leur blé pendant que l'État avait autorisé les importations de blé. Donc, ça veut dire, si on veut substituer, on est capable de le faire. Mais on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas la volonté politique de le faire. Et face à ce constat d'échec des politiques, où réside l'espoir sur le long terme pour vous, Ibrahima Coulibaly? Une des luttes que je peux gagner, là où je peux mieux valoriser mon énergie et je dirais notre énergie en tant que mouvement, c'est le niveau local. Donc, comment faire pour construire des vraies alternatives dans les territoires à travers des pratiques agroécologiques, faire de la formation, les relais, les paysans qui forment d'autres paysans à faire des fertilisants biologiques à faible coût, à faire des biopesticides à faible coût. Donc, pour moi, c'est cette construction, cette autre forme de construction à bas coût dans lequel je voudrais mettre mon énergie. Donc, cette autonomie des communautés à pouvoir produire, quelles que soient les crises qui vont advenir, pour moi, c'est ça, c'est ça qui est la question de l'autonomie alimentaire, qui n'est qu'un des intrants de la souveraineté alimentaire qui se construit au niveau politique supérieur. Les gens préféreraient ne pas mettre leur argent dans l'engrais, à condition qu'ils puissent avoir des alternatives accessibles, avoir une charrette, transporter de la biomasse, faire du compost. Et donc, c'est des choses simples que quand les paysans sont bien formés, ils sont capables de faire. Donc voilà, pour moi, c'est sortir de cette fragilité extrême et vraiment montrer aux communautés, c'est ce que nous sommes en train de faire à travers notre travail sur la transition agroécologique, qu'il faut qu'ils attendent personne pour essayer de renforcer leur résilience à travers l'agroécologie. Kako Nubukpo, comment se fait-il que l'agroécologie, défendue par les organisations paysannes comme l'Europa, ne soit pas la priorité pour les décideurs? Sur le moyen long terme, tout le monde dit qu'il faut aller vers l'agroécologie parce que c'est là la solution. Et c'est évident que si on développe les associations entre les céréales et les légumineuses, on voit bien tout ce qu'on va tirer en termes de productivité. Puisque ces légumineuses vont bien capter l'azote, vont bien capter le carbone, et c'est hyper utile pour les céréales. Si on développe les associations agriculture-élevage, on voit bien que c'est une symbiose extraordinaire. Le défi que nous avons, c'est le rythme auquel l'intensification agroécologique des systèmes de production paysans peut ou ne peut pas gérer la question démographique. Clairement, c'est ça le truc. C'est comment l'intensification agroécologique va permettre à l'Afrique de relever ces défis de souveraineté, de sécurité alimentaire des populations. Et là, les gens qui sont les plus embarqués dans ce combat, ce sont les organisations de producteurs, les chercheurs, les partenaires au développement, mais n'attendez pas d'un chef d'État qui a peur des émeutes qui pourraient le renverser, de faire un arbitrage au profit du long terme. C'est pas possible. Moi, j'ai pas encore vu, en tout cas en Afrique de l'Ouest, un chef d'État qui, au regard des termes de l'arbitrage, renonce aux engrais chimiques de synthèse au profit des intrants naturels. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas par rapport aux enjeux de pouvoir. C'est pour ça que les problèmes sont liés. On comprend bien que le sujet est vaste, complexe et que sans volonté politique, la mise à l'échelle sera très difficile. Mais pour terminer, Ibrahima, j'ai quand même envie qu'on se quitte sur une note d'espoir. Vous avez parlé de votre espoir pour les projets alternatifs au sein des communautés pour construire la base solide d'une souveraineté alimentaire. Est-ce que les programmes des fondations et ONG partenaires portent également l'espoir pour vous? Et c'est à travers des initiatives comme ces coups de pouce que la plupart des initiatives concrètes dont j'ai parlé se sont construites. Quand vous aidez un groupement de femmes à faire un périmètre maraîcher agroécologique avec un forage, vous changez la vie d'un village. Quand vous aidez le même groupement de femmes à avoir une petite unité de transformation, de séchage des mangues ou de faire des jus ou des mangues séchées, vous changez la vie des gens. Il y a un revenu qui se crée dans le village. Et cela peut se vendre.
à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Donc, voilà, pour moi, la plus-value de ce genre d'expérience, c'est que ça permet de créer un tissu de bonnes pratiques et d'expériences réussies. Et nous en avons plein dans la sous-région, mais qui n'ont aucune chance d'être mis à l'échelle parce que ce n'est pas le rôle des ONG et des organisations paysannes de faire du développement. C'est la responsabilité des États. Et les États ont complètement démissionné. C'est ça le problème. Merci beaucoup à tous les deux pour votre analyse, vos réflexions et vos pistes d'action. On a bien entendu votre appel à une meilleure cohérence des politiques agricoles pour soutenir l'Afrique nourricière. Il est bon de rappeler que jusqu'à aujourd'hui, ce sont les agriculteurs familiaux ouest-africains qui assurent la sécurité alimentaire de leur pays et que l'ensemble des activités de production, transformation et distribution qui concourent à l'alimentation des Ouest-Africains représentent le premier secteur d'activité de la région, bien loin devant le pétrole, les cultures d'exportation ou l'industrie. Ce podcast, L'espoir au-delà des crises, a été présenté par Émilie Langlade et réalisé par le programme de promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, porté par le CFSI et la Fondation de France. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'ouvrage L'espoir au-delà des crises en accès libre sur le site internet alimentaire.org. Alimentaire s'écrit ALIMENTERRE. Vous pouvez également participer à une séance du festival de films documentaires alimentaires qui a lieu du 15 octobre au 30 novembre de chaque année.